Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présente Le tango de la vieille garde d'Arturo Pérez Reverte, interprété par Jacques Franz. En novembre 1928, Armando de Troye se rendit à Buenos Aires pour y composer un tango. Il pouvait se le permettre. À 43 ans, l'auteur de Nocturne et de Paso Doble pour Don Quichotte était au sommet de sa carrière et tous les magazines espagnols publièrent sa photo accoudée avec sa belle épouse au bastingage du transatlantique Cap Polonio de la Hamburg Südamerikanische. La plus réussie parut dans les pages mondaines de Blanco y Negro. Les de Troye sur le pont des premières classes, lui avec son trench coat sur les épaules, une main dans une poche de sa veste et l'autre tenant une cigarette, souriant aux amis qui le saluaient du quai. Et elle, Mecha Inzunza de Troye, vêtue d'un manteau de fourrure, un chapeau élégant encadrant ses yeux clairs que dans son enthousiasme, le rédacteur de la légende qualifiait d'adorablement dorés et profonds. Ce soir-là, alors que les lumières de la côte étaient encore visibles, Armando de Troye s'habilla pour le dîner. Il avait pris du retard, gêné par une légère migraine qui mit quelque temps à s'estomper. Il insista cependant pour que sa femme le précède dans la salle de bal et s'y distrait en écoutant la musique. En homme minutieux, il lui fallut un bon moment pour garnir l'étui à cigarette en or qu'il glissa dans la poche intérieure de son smoking et pour répartir dans les autres poches divers objets utiles pour la soirée, une montre en or et sa chaîne, un briquet, 2 mouchoirs blancs soigneusement pliés, une boîte de pastilles digestives et un portefeuille en croco contenant des cartes de visite et des petites coupures pour les pourboires. Puis il éteignit la lumière, ferma la porte de la cabine et partit en tentant d'ajuster ses mouvements au doux tangage de l'énorme paquebot sur la moquette qui amortissait la lointaine trépidation des machines propulsant le navire dans la nuit atlantique. Avant de passer la porte, tandis que le chef de salle venait à sa rencontre, liste des réservations du restaurant à la main, de Troye contempla dans le grand miroir du vestibule son plastron amidonné, ses manchettes de chemise et ses chaussures noires bien cirées. L'habit de soirée accentuait toujours son allure élégante et fragile. Taille moyenne et traits plus réguliers que séduisants, rehaussés par des yeux intelligents, moustache soignée et cheveux noirs ondulés parsemés de précoces mèches grises. Un instant, l'oreille exercée du compositeur suivit la musique que jouait l'orchestre. Une valse mélancolique et tendre. De Troye sourit un peu, l'air indulgent. L'exécution était juste correcte. Puis il mit la main gauche dans la poche de son pantalon et emboîta le pas au chef de salle jusqu'à la table qu'il avait réservée pour toute la traversée au meilleur endroit. Quelques regards le suivirent. Une belle femme portant des boucles d'oreilles en émeraude écarquilla les yeux, surprise et admirative. Au moment où de Troye prenait place à la table sur laquelle l'attendait un cocktail au champagne, à côté de la flamme artificielle d'une ampoule électrique dans une tulipe en verre, l'orchestre attaqua une autre valse lente. Depuis la piste, parmi les couples qui évoluaient au rythme de la musique, sa jeune épouse lui sourit. Mercedes Inzunza, arrivée dans la salle 20 minutes plus tôt, dansait au bras d'un jeune homme mince et bien fait, portant smoking, le danseur professionnel du paquebot chargé de s'occuper des dames des premières classes qui voyageaient seules ou dont les compagnons ne dansaient pas. Après lui avoir rendu son sourire, de Troye croisa les jambes, choisit, non sans quelque affectation, une cigarette dans son étui et l'alluma. Le danseur mondain. En d'autres temps, tous ses semblables avaient leur bonne étoile. Et lui avait été le plus doué d'entre eux.
Il avait toujours conservé un rythme impeccable sur la piste de danse, les mains sereines et agiles lors de celle-ci, et sur les lèvres, la phrase appropriée, la réplique opportune, brillante. Il était sympathique aux hommes et admiré des femmes. À cette époque, outre les danses de salon qui lui permettaient de gagner sa vie, tango, foxtrot, Boston, il dominait comme personne l'art de créer des feux d'artifice avec les mots et de dessiner des paysages mélancoliques avec les silences. Durant de longues et fructueuses années, rares étaient les fois où il avait manqué sa cible. C'était difficile qu'une femme suffisamment fortunée, quel que fût son âge, lui résiste au thé dansant d'un Palace, d'un Ritz ou d'un Excelsior, sur une terrasse de la Riviera ou dans le salon des premières classes d'un transatlantique. Il appartenait à cette catégorie d'hommes que l'on pouvait trouver en smoking le matin dans une pâtisserie, conviant à y prendre leur petit déjeuner les domestiques de la maison, ou la veille il avait été l'invité d'un bal ou d'un souper. Il possédait ce don, ou cette intelligence. De même, au moins une fois dans son existence, il avait été capable de miser jusqu'à son dernier sou au casino et de rentrer sur la plateforme d'un tramway ruiné en sifflotant l'homme qui a fait sauter la banque à Monte-Carlo, apparemment indifférent. Et l'élégance avec laquelle il savait allumer une cigarette, nouer sa cravate et exhiber des manchettes parfaitement repassées était telle que la police n'avait jamais couru le risque de l'arrêter sans être sûr de le prendre la main dans le sac. « Max ? Monsieur ? Vous pouvez mettre la valise dans la voiture. » Le soleil de la baie de Naples brûle les yeux en se reflétant sur les chromes de la Jaguar Mark X, comme sur les automobiles de jadis, quand elles étaient conduites par lui-même ou par d'autres. Mais depuis, tout cela a changé, et même l'étoile de jadis a disparu. Max Costa ignore le moment exact où cela s'est produit, mais c'est sans importance. L'étoile s'est éclipsée, restée derrière lui, comme tant d'autres choses. Il esquisse une mimique résignée, ou peut-être est-ce le soleil qui lui blesse les yeux, tandis qu'il essaie de penser à un détail concret, immédiat, la pression des pneus en fonction de la charge de la voiture, la souplesse du changement de vitesse, le niveau d'huile, pour éloigner ce pincement doux amer qui apparaît toujours quand la nostalgie ou la solitude en viennent à se manifester trop fort. Puis il inspire profondément, illustre avec une peau de chamois la figurine de félin argenté couronnant le radiateur, avant d'endosser la veste de l'uniforme gris qu'il attend sur le dossier du siège avant. Après l'avoir boutonné avec soin et avoir ajusté son nœud de cravate, il gravit lentement les marches flanquées de marbre décapité et de jarres en pierre qui conduisent à la porte principale. « N'oubliez pas la mallette. Soyez sans crainte, monsieur. » Le docteur Hugentobler n'aime pas qu'en Italie ses employés l'appellent docteur. Ce pays, dit-il, est infesté de dottori, cavalieri, commendatori. Et moi, je suis un médecin suisse. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un des leurs, neveu d'un cardinal, industriel milanais ou autre du même acabit. Quant à Max Costa, tous les familiers de la villa située aux environs de Sorrente s'adressent à lui en l'appelant Max, tout court. Ce qui ne laisse pas d'être un paradoxe, car il a utilisé bien des prénoms et des titres au cours de sa vie, aristocratiques ou plébéiens, suivant les circonstances et les nécessités du moment. Mais voici déjà un certain temps depuis que son étoile a agité pour la dernière fois son mouchoir et lui a dit adieu, comme une femme qui disparaît pour toujours dans un nuage de vapeur, à la fenêtre d'un wagon-lit, et dont on ne saura jamais si elle est partie à cet instant précis, ou si elle a commencé à s'en aller bien longtemps avant. Il a récupéré le sien, l'authentique. Une étoile disparue et un nom revenu. Un nom qui, jusqu'à une retraite forcée, récente et en un certain sens naturel, outre un séjour en prison, a figuré dans un épais dossier détenu par les services des polices d'une grande partie de l'Europe et de l'Amérique. Quoi qu'il en soit, pense-t-il tout en prenant la mallette en cuir et la valise sansonite pour les mettre dans le coffre de la voiture, jamais, même au pire moment, il n'avait imaginé qu'il finirait ses jours en répondant « Oui, monsieur » à l'appel de son prénom. « Allons-y, Max.
Vous avez pris les journaux? Ils sont sur le siège arrière, monsieur. 2 claquements de portière. Il a coiffé, ôté, puis remis sa casquette de chauffeur pour installer le passager. En s'asseyant au volant, il la pose sur le siège à côté de lui et par un vieux réflexe de coquetterie lance un regard dans le rétroviseur avant de lisser sa chevelure grise, encore abondante. Rien de mieux que le détail de la casquette, se dit-il, pour souligner l'ironie de la situation. La rive absurde où le ressac de la vie l'a jeté après le naufrage final. Et pourtant, quand il est dans sa chambre de la villa en train de se raser devant le miroir et qu'il compte ses rides comme on compterait des cicatrices d'amour et de bataille, chacune ayant son nom bien à elle, femme, roulette de casino, petits matins incertains, soirs de triomphe ou de défaite, il finit toujours par s'adresser à lui-même un clin d'œil qui vaut une absolution. Comme si en cet homme âgé, grand, et moins svelte que jadis, aux yeux sombres et fatigués, il reconnaissait l'image d'un vieux complice avec lequel point n'est besoin d'explication. Après tout, insinue le reflet sur un ton familier, légèrement cynique, voire un peu canaille. Il doit bien reconnaître qu'à 64 ans, et avec les cartes désastreuses que la vie lui a servies ces derniers temps, il peut encore se considérer comme favorisé. D'autres, Enrico Fossataro, le vieux Chandor Esterhazy, ont dû choisir entre la charité publique et de pénibles contorsions pendues à leur cravate dans les toilettes d'une pension lugubre. Des nouvelles importantes, s'enquiert Hugentrobler. Froissement de journaux sur le siège arrière de la voiture, page feuilletée négligemment. C'était plus un commentaire qu'une question. Dans le rétroviseur, Max voit la tête penchée de son patron, les lunettes tombées sur le bout du nez. Est-ce que les Russes ont lancé la bombe atomique ou quelque chose comme ça? Hugentrobler plaisante, bien sûr. Humour suisse. Quand il est de bonne humeur, il aime bien plaisanter avec le personnel, peut-être parce qu'il est célibataire, sans famille, pour rire de ses facéties. Max esquisse un sourire professionnel, discret, et en gardant la distance de rigueur. Rien de particulier, monsieur. Cassius Clay a remporté un nouveau combat et les astronautes de Gemini 11 sont revenus sains et saufs. Il y a aussi la guerre d'Indochine qui va de mal en pis. Vous voulez dire du Vietnam? C'est ça, du Vietnam. Et la nouvelle locale est qu'à Sorrente débute le tournoi d'échecs Campanella. Keller contre Sokolov. Grand Dieu, dit Hugentrobler, amusé et sarcastique. Quel malheur de rater ça. En vérité, il faut vraiment de tout pour faire un monde, Max. C'est bien mon avis, monsieur. Vous imaginez une vie entière devant un échiquier? C'est comme ça que finissent ces joueurs, cinglés comme ce Bobby Fischer. Évidemment. Prenez par la corniche, nous avons le temps. Le gravier cesse de crisser sous les pneus quand, après avoir passé la grille en fer forgé, la Jaguar commence à rouler lentement sur la chaussée asphaltée, entre les oliviers, les lentisques et les figuiers. Max change de vitesse en douceur en abordant un virage serré à la sortie duquel, sur la mer calme et lumineuse, se découpent à contre-jour comme du verre dépoli les silhouettes des pins et les maisons étagées à flanc de montagne avec le Vésuve de l'autre côté de la baie. Pendant un instant, il oublie la présence de son passager et caresse le volant en se concentrant sur le plaisir de la conduite, le déplacement entre deux lieux dont la localisation dans le temps et dans l'espace lui est parfaitement égale. L'air qui entre par la fenêtre ouverte sent le miel et la résine, mêlés aux dernières odeurs de l'été qui, dans cette région, refuse toujours de mourir et livre une douce et naïve bataille contre les feuilles du calendrier. Une journée superbe, Max. Il sursaute, revenant à la réalité, et lève de nouveau les yeux vers le rétroviseur. Le docteur Hugentrobler, laissant les journaux de côté, a un Havane aux lèvres. En effet, monsieur. À mon retour, je le crains, le temps aura changé.
Espérons que non. Ce ne sont que 3 semaines. Huggentobler émet un grognement accompagné d'une bouffée de fumée. C'est un homme d'aspect bonasse, au teint rougeâtre, propriétaire d'une maison de repos située près du lac de Garde. Il a fait fortune dans les années qui ont suivi la guerre en dispensant un traitement psychiatrique à de riches juifs traumatisés par les horreurs nazies, de ceux qui se réveillaient en pleine nuit et croyaient se trouver toujours dans une baraque d'Auschwitz, avec les Dobermann aboyant dehors et les SS montrant le chemin des douches. Huggentobler et son associé italien, un certain Dr Bacchelli, les aidaient à combattre ces cauchemars, leur prescrivant, pour terminer le traitement, un voyage en Israël organisé par la direction de la maison de santé et leur présentant, pour boucler l'affaire, des factures impressionnantes qui permettent aujourd'hui à Huggentobler de posséder une maison à Milan, un appartement à Zurich et la villa de Sorrente avec 5 voitures dans le garage. Ça fait 3 ans que Max est chargé de s'occuper de celles-ci et de les conduire, et aussi de superviser les travaux d'entretien dans la villa, dont les autres employés sont un couple de Salernes, elle bonne à tout faire, et lui jardinier, les Lanza. N'allez pas directement au port, prenez par le centre. Oui, monsieur. Il jette un bref regard à la montre élégante, mais bon marché, une fausse Festina en plaqué or, qu'il porte au poignet gauche, et suit le trafic réduit qui, à cette heure, circule sur le corso italien. Il lui reste bien assez de temps avant de gagner le canot automobile qui transportera le docteur de Sorrente jusqu'à l'autre côté de la baie pour lui éviter les tours et les détours de la route conduisant à l'aéroport de Naples. Max, monsieur, arrêtez-vous devant le Ruffolo et achetez-moi une boîte de Monte Cristo numéro 2. La relation de travail entre Max Costa et son patron a débuté par un véritable coup de foudre. À peine le psychiatre a-t-il posé son regard sur lui qu'il s'est désintéressé des antécédents impeccables, par ailleurs rigoureusement faux, figurant dans ses références. Homme pratique, convaincu que son intuition et son expérience professionnelle ne le trompaient jamais sur la condition humaine, Huggentobler a décidé que cet individu, vêtu avec une élégance quelque peu surannée, son expression franche, respectueuse et tranquille, et surtout la prudence courtoise de ses gestes et de ses paroles, était une image vivante de l'honnêteté et de la retenue. Un personnage parfait, donc, pour conférer la dignité qui convenait à l'éblouissant parc automobile, la Jaguar, une Rolls-Royce Silver Cloud II, et 3 voitures de collection parmi lesquelles un coupé Bugatti 50T, dont le docteur tire une si grande fierté à Sorrente. Naturellement, ce dernier est loin d'imaginer qu'en d'autres temps son chauffeur a pu profiter de voitures, lui appartenant ou pas, aussi luxueuses que celles qu'il conduit désormais à titre d'employé. En possession d'informations plus complètes, Huggentobler eut dû réviser certains de ses points de vue sur la condition humaine et chercher un aurige d'allure moins distinguée, mais avec un curriculum plus conventionnel. Ce qui d'ailleurs eût été une erreur. Quiconque connaît le côté obscur des choses comprend que ceux qui ont perdu leur étoile sont comme les femmes qui ont un lourd passé et se marient. Nul n'est plus fidèle, car elles savent ce qu'elles risquent. Mais ce n'est pas Max Costa qui aujourd'hui informera le docteur Huggentobler sur la fugacité des étoiles, l'honnêteté des putains ou l'honorabilité forcée des anciens danseurs mondains, plus tard voleurs en gants blancs. Bien que les gants n'aient pas toujours été des plus blancs. Lorsque la canot automobile Riva s'éloigne de la jetée de la Marina Piccola, Max Costa demeure un moment adossé aux brise-lames protégeant le quai, à observer le sillage qui laboure la surface bleue de la baie. Puis il ôte la cravate et la veste de son uniforme, et cette dernière sur le bras, revient à la voiture stationnée près du bâtiment de la Guardia di Finanza, au pied de la falaise qui s'élève jusqu'à Sorrente. Il donne 50 lire au garçon qui a surveillé la Jaguar, démarre et roule lentement sur la route. Décrivant une courbe serrée, elle monte vers l'agglomération. En débouchant sur la Piazza Tasso, il s'arrête pour laisser passer 3 piétons sortant de l'hôtel Vittoria. 2 femmes et un homme
qu'il suit d'un regard distrait, tandis qu'il traverse tout près du capot. Ils ont l'aspect de touristes aisés qui viennent hors saison, évitant les ennuis de l'été et de ses foules, pour profiter de plus de tranquillité, du soleil et du climat agréable qui, ici, se prolonge très avant dans l'automne. L'homme doit avoir moins de 30 ans, il porte des lunettes noires et une veste aux coudes renforcés de peau de daim. La plus jeune femme est une brune d'allure agréable, en jupe courte, les cheveux rassemblés en une longue tresse dans le dos. L'autre, d'âge mûr, est vêtu d'un cardigan en laine beige sur une jupe sombre et coiffé d'un chapeau d'homme froissé en tweed qui laisse voir des cheveux gris très courts aux reflets argentés. Une femme distinguée, juge Max, avec cette élégance qui ne tient pas aux vêtements mais à la manière de les porter. Au-dessus de la moyenne de ce que l'on peut rencontrer dans les villas et les bons hôtels de Sorrente, Amalfi et Capri, y compris en cette période de l'année. Quelque chose chez elle l'incite à la suivre des yeux pendant qu'elle traverse la Piazza Tasso. Peut-être sa façon de se comporter, lente, assurée, la main droite glissée négligemment dans la poche du cardigan. Elle se meut comme ceux qui, toute une partie de leur vie, ont foulé, sûrs d'eux-mêmes, les tapis d'un monde qui leur appartenait. Ou peut-être l'attention de Max est-elle attirée par la façon dont elle incline le visage vers ses compagnons pour rire de ce dont ils parlent entre eux ou pour prononcer des mots dont le son ne traverse pas les vitres de la voiture. Un instant, comme s'il lui revenait soudain le lambeau isolé d'un rêve oublié, Max se trouve confronté à l'écho d'un souvenir, à l'image passée, lointaine, d'un geste, d'une voix et d'un rire. Il en est à ce point étonné qu'il a besoin d'un coup d'avertisseur de la voiture qui le suit pour repasser en première et avancer un peu sans cesser d'observer le trio. Celui-ci, arrivé de l'autre côté de la place, s'installe au soleil autour d'une table de la terrasse du café Fauno. Il s'apprête à s'engager sur le Corso Italia quand, de rechef, la sensation familière se manifeste dans sa mémoire, mais maintenant le souvenir est plus précis. Un visage, une voix, une scène ou plusieurs. À l'étonnement succède la stupéfaction. Et Max écrase si brusquement la pédale du frein que cela lui vaut dans son dos un deuxième coup d'avertisseur accompagné des gesticulations furieuses du conducteur quand la Jaguar fait un soudain écart sur la droite, freine de nouveau et s'arrête le long du trottoir. Il retire la clé de contact et réfléchit, immobile, en contemplant ses mains posées sur le volant. Finalement, il sort de la voiture, met sa veste et marche sous les palmiers de la place en direction de la terrasse du café. Il est troublé, craignant peut-être de voir se confirmer ce qui se bouscule dans sa tête. Le trio poursuit sa conversation animée. Tâchant de ne pas se faire remarquer, Max s'arrête près des arbustes plantés dans les jardinières. La table se trouve à 10 mètres et la femme au chapeau de tweed est de profil, bavardant avec les autres, loin de se douter de l'examen rigoureux auquel Max la soumet. Elle a dû être jadis très séduisante, car son visage conserve les traces de sa beauté passée. Elle pourrait bien être la femme qu'il croit reconnaître, se dit-il, sans certitude, encore que ce soit difficile de l'affirmer. Trop de visages féminins viennent s'interposer, visage d'avant ou visage d'après. Caché derrière les jardinières, à l'affût de tous les détails qui peuvent lui rester en mémoire, Max ne parvient pas à une conclusion satisfaisante. En dernier ressort, conscient qu'en restant là, il finira par attirer l'attention, il contourne la terrasse et va s'asseoir à une table du fond. Il commande un Negroni au garçon et passe les 20 minutes suivantes à observer le profil de la femme, analysant chacun de ses gestes et de ses mouvements pour les comparer à ceux dont il se souvient. Quand les trois quittent la table et traversent de nouveau la place en direction de l'angle de la Via San Cesareo, il l'a enfin reconnu. Ou du moins le croit-il. Alors il se lève et marche derrière eux, en restant à distance. Cela fait des siècles que son vieux cœur n'a pas battu si fort.
La femme dansait bien, constata Max Costa, en toute liberté et non sans une certaine audace. Elle se risqua même à le suivre dans un pas de côté plus compliqué, une soudaine fantaisie improvisée pour tester son adresse, dont une cavalière moins agile n'aurait pas su se tirer si brillamment. Elle devait approcher les 25 ans, estima-t-il. Grande et svelte, longs bras, poignets délicats et jambes que l'on devinait interminables sous la soie légère et sombre aux reflets moirés qui laissaient ses épaules et son dos à découvert jusqu'aux reins. Les talons hauts mettaient en valeur sa robe de soirée et son visage se trouvait à la même hauteur que celui de Max. Serein, bien dessiné. Ses cheveux châtain clair étaient légèrement ondulés selon la mode de cette saison, avec une coupe très courte découvrant la nuque. En dansant, elle gardait le regard figé au-delà de l'épaule du smoking de son partenaire, sur laquelle elle posait une main portant une alliance. Pas une fois depuis qu'il s'était approché pour lui proposer, avec une révérence polie, une valse lente que l'on appelait Boston, il ne s'était de nouveau regardé dans les yeux. Elle les avait couleur de miel translucide, presque liquide, souligné par le rimel, juste le nécessaire, pas une once de plus, tout comme le rouge à lèvres, sous l'arc de sourcils épilés formant une ligne très fine. Elle n'avait rien de commun avec les autres femmes que Max avait escortées ce soir-là dans la salle de bal, des dames mûres, fortement parfumées au lilas et au patchouli, et des jeunes filles maladroites en robe claire et courte qui se mordaient les lèvres en s'efforçant de ne pas perdre le rythme, rougissaient quand il les prenait par la taille, ou battaient des mains quand on jouait un oupa-oupa. Aussi, pour la première fois de la soirée, le danseur mondain du Cap Polonio commença-t-il à trouver son travail agréable. Ils continuèrent à ne pas se regarder jusqu'à ce que le Boston s'achève. C'était What I'll Do, et que l'orchestre attaque le tango à media luz. Ils étaient restés un moment immobiles sur la piste à moitié vide, l'un en face de l'autre, et voyant qu'elle ne retournait pas à sa table, un homme en smoking, certainement le mari, venait de s'y asseoir, il ouvrit les bras dès les premières mesures, et la femme s'adapta aussitôt, toujours aussi impassible. Elle posa la main gauche sur son épaule, écarta avec langueur le bras droit, et ils commencèrent à évoluer sur la piste. Glisser, pensa Max, était plus précisément le mot, les yeux couleur de miel fixant de nouveau un point derrière le danseur sans le regarder, bien qu'enlacé à lui avec une précision stupéfiante. Suivant le rythme sûr et lent de l'homme qui, de son côté, tentait de maintenir à la fois la distance respectueuse et juste, et le frôlement des corps indispensable pour composer les figures. « Est-ce que cela vous semble bien ainsi ?» demanda-t-il après une évolution compliquée suivie par la femme avec le plus total naturel. Elle lui adressa enfin un regard fugace, et peut-être aussi une esquisse de sourire, vite évanoui. « C'est parfait. » Au cours des dernières années, mis à la mode à Paris dans les bals apaches, le tango, originellement argentin, faisait fureur sur les deux rives de l'Atlantique. Si bien que la piste ne tarda pas à s'animer de couples qui évoluaient avec plus ou moins de grâce, leurs jambes se rapprochant et s'éloignant, dessinant des pas qui, selon les cas et l'adresse des protagonistes, pouvaient aller du correct au grotesque. La partenaire de Max, cependant, se prêtait avec une parfaite aisance aux figures les plus compliquées, s'adaptant tout autant aux figures classiques et prévisibles qu'à celles que Max, de plus en plus sûr de sa cavalière, entreprenait parfois, toujours sobre et lent, avec son style particulier, mais introduisant de brefs cortes et de légers pas sur les côtés qu'elle suivait avec naturel, sans perdre le rythme. Amusée même par le mouvement et la musique comme elle le manifestait par le sourire dont elle le gratifiait plus souvent après telle ou telle évolution difficile et réussie, et par le regard doré qui, de temps à autre, revenait du lointain pour se poser quelques secondes, satisfait, sur le danseur mondain. Pendant qu'ils évoluaient sur la piste, il étudia le mari avec des yeux de professionnel, de chasseur tranquille.
Il était habitué à cet exercice, qu'il s'agisse des époux, des pères, des frères, des fils ou des amants des femmes avec lesquelles il dansait. Des hommes, enfin, qui les accompagnaient avec fierté, arrogance, ennui, résignation ou toute autre réaction masculine. Il trouvait beaucoup d'informations utiles dans les épingles à cravate, les chaînes de montre, les étuis à cigarettes et les chevalières, dans l'épaisseur des portefeuilles entr'ouverts quand venaient les serveurs, dans la qualité et la coupe d'une veste, les rayures d'un pantalon ou le lustre de certaines chaussures, y compris dans la façon de nouer la cravate. Autant de renseignements qui permettaient à Max Costa d'adapter ses méthodes et ses objectifs au rythme de la musique. Ou, pour dire les choses de manière plus prosaïque, de passer des danses de salon à des activités plus lucratives. Le temps et l'expérience avaient fini par le conforter dans cette opinion que, 7 ans plus tôt, à Melilla, il avait recueilli du comte Boris Dolgorouki Bagration, simple caporal au 1er régiment de la Légion espagnole, qui venait de vomir moins de 2 minutes auparavant une bouteille entière de mauvais cognac dans l'arrière-cour du bordel de la Fatima. Une femme n'est jamais seulement une femme, mon cher Max. Elle est aussi et surtout les hommes qu'elle a eus, ceux qu'elle a et ceux qu'elle pourrait avoir. Rien ne s'explique sans eux. Et celui qui accède à cette connaissance possède la clé du coffre-fort, le ressort de ses secrets. Il jeta un dernier coup d'œil sur le mari, de plus près. Quand le morceau terminé, il raccompagna sa partenaire à sa table, élégant, sûr de lui, la quarantaine passée. Pas vraiment un bel homme, mais d'aspect agréable, avec sa fine moustache distinguée, ses cheveux ondulés, un peu grisonnants, des yeux vifs et intelligents qui n'avaient pas perdu un détail, s'assura Max de tout ce qui se passait sur la piste. Il avait cherché son nom sur la liste des réservations avant d'aborder la femme, quand elle était encore seule, et le chef de salle lui avait confirmé qu'il s'agissait de l'épouse du compositeur espagnol Armando de Troye. Cabine spéciale de première classe avec suite et table réservée dans la grande salle à manger à côté de celle du commandant. Ce qui, à bord du Cap Polonio, signifiait beaucoup d'argent, une excellente position sociale et souvent les deux à la fois. « C'était un plaisir, madame. Vous dansez à merveille. »« Merci. » Il inclina la tête, presque militairement. Cette manière de saluer plaisait d'habitude aux femmes, de même que le naturel avec lequel il leur prenait les doigts pour les approcher de ses lèvres. Et elle y répondit par un acquiescement léger et froid avant de s'asseoir sur la chaise que son mari, debout, lui offrait. Max fit demi-tour, lissa sur ses tempes ses cheveux noirs coiffés en arrière et luisants de gomina, d'abord de la main droite, puis de la gauche, et s'éloigna en contournant les danseurs sur la piste. Il avançait avec un sourire poli, sans regarder personne, mais en sentant rivé sur son mètre 79 et son smoking impeccable, pour lequel il avait épuisé ses dernières économies avant d'embarquer avec un contrat pour un aller simple jusqu'à Buenos Aires, la curiosité féminine venant des tables que des passagers commençaient déjà à quitter pour se diriger vers la salle à manger. « La moitié de la salle me déteste en ce moment, » conclut-il entre résignation et amusement. L'autre moitié, ce sont les femmes. Le trio s'arrête devant une boutique de souvenirs, cartes postales et livres. Même si une partie des commerces et des restaurants de Sorrente ferment à la fin de la haute saison, y compris certains magasins élégants du Corso Italia, le vieux quartier avec la Via San Cesareo continue d'être un lieu fréquenté toute l'année par les touristes. La rue n'est pas large, aussi Max Costa s'arrête-t-il à distance prudente, près d'une salumeria, dont le panneau annonçant les spécialités à la craie offre un discret abri. La jeune fille à la tresse est entrée dans la boutique pendant que la femme au chapeau reste à converser avec le jeune homme. Celui-ci a ôté ses lunettes de soleil et sourit. Il est brun, bien bâti. Elle doit avoir de l'affection pour lui, car à un certain moment, elle lui caresse la figure. Ensuite, il dit quelque chose, et la femme rit si fort que le son en parvient nettement à l'homme qui les épie.
Un rire clair et franc qui la rajeunit beaucoup et ressuscite chez Max des souvenirs précis du passé. C'est bien elle, décide-t-il. 29 ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Une fine pluie tombait ce jour-là sur un rivage automnal. Un chien errait sur les galets mouillés de la plage, sous la balustrade de la promenade des Anglais à Nice. Et la ville, au-delà de la façade blanche du Negresco, s'estompait dans le paysage brumeux et gris. Tout ce temps écoulé entre l'une et l'autre scène pourrait lui brouiller la mémoire. Pourtant, pour l'ancien danseur mondain, aujourd'hui employé et chauffeur du docteur Hugentobler, plus aucun doute ne subsiste. Il s'agit de la même femme. Sa manière de rire, sa façon de pencher la tête de côté, ses gestes sereins sont identiques. L'élégance naturelle avec laquelle elle garde une main dans la poche du cardigan. Il souhaiterait se rapprocher pour en avoir la confirmation en voyant son visage de près, mais il n'ose pas. Pendant qu'il se débat dans cette indécision, la jeune fille sort de la boutique et tous trois rebroussent chemin en passant devant la salumeria dans laquelle Max vient de se réfugier en toute hâte. De là, il observe encore le profil de la femme au chapeau et croit avoir acquis une totale certitude. Des yeux couleur de miel, constate-t-il avec un frisson. Un miel presque liquide. Et ainsi, avec précaution, en gardant toujours la distance, il les suit de nouveau jusqu'à la Piazza Tasso et l'entrée de l'hôtel Vittoria. Il la revit le lendemain, sur le pont des Canaux. Ce fut un hasard, ni l'un ni l'autre n'aurait dû être là. Comme tous les employés du Cap Polonio qui ne faisaient pas partie de l'équipage, Max Costa devait se tenir à l'écart des ponts promenades des premières classes. Afin d'éviter ces derniers, où sur des chaises longues en teck et en osier, les passagers prenaient le soleil qui brillait sur le pont de tribord, celui de bâbord était occupé par ceux qui jouaient aux boules et au palais ou pratiquaient le tir au pigeon. Max avait choisi de gravir la passerelle montant à un autre pont où se trouvaient solidement arrimés à leur bossoir 8 des 16 canons de sauvetage alignés de part et d'autre des 3 grandes cheminées blancs et rouges du transatlantique. L'endroit était tranquille, un espace neutre que les passagers ne fréquentaient guère car la présence des gros canaux l'enlaidissait et obstruait la vue. L'unique concession accordée à ceux qui décidaient de l'utiliser était quelques bancs en bois. Et sur l'un d'eux, alors qu'il passait entre une claire-voie peinte en blanc et le manche à air d'un des grands ventilateurs envoyant de l'air frais dans les entrailles du navire, le danseur mondain reconnut la femme avec laquelle il avait dansé le soir précédent. La journée était lumineuse, sans vent, et la température agréable pour cette époque de l'année. Max ne portait pas le chapeau, de gants ni de canne. Il avait un costume 3 pièces, gris, une chemise à col mou et une cravate en jersey. De sorte qu'en passant devant la femme, il se borna à incliner poliment la tête. Elle était vêtue d'un élégant ensemble en cachemire, veste 3/4 et jupe droite plissée. Elle lisait un livre, et lorsque l'homme lui masqua un instant le soleil, elle leva son visage dont un petit chapeau de feutre soulignait l'ovale pour fixer son regard sur lui. Croyant deviner dans ce geste un signe très léger qu'elle le reconnaissait, Max s'arrêta avec tout le tact exigé par les circonstances et la position de chacun à bord. « Bonjour, dit-il. » La femme, qui reportait les yeux sur son livre, répondit par un nouveau regard silencieux et un bref acquiescement de la tête. « Je suis... » commença-t-il, se sentant soudain maladroit, incertain du terrain sur lequel il s'aventurait et se repentant déjà de lui avoir adressé la parole. « Oui, » répondit-elle sereine. « Le monsieur d'hier soir. » Elle avait dit monsieur et non danseur, et il lui en fut secrètement reconnaissant. « Je ne sais si je vous ai dit, ajouta-t-il, que vous dansez à merveille. » Vous l'avez dit. Elle revenait déjà à son livre. Un roman, vit-il en jetant un regard sur la couverture ouverte, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Vicente Blasco Ibáñez.
Au revoir, et bonne lecture. Merci. Il s'éloigna, ignorant si elle avait toujours les yeux posés sur le roman, ou si elle le regardait s'en aller. Il tenta de marcher avec désinvolture, affectant l'insouciance, une main dans la poche du pantalon. Arrivé au dernier canot, il s'arrêta, et à l'abri de celui-ci, sortit un étui en argent. Les initiales gravées n'étaient pas les siennes, et alluma une cigarette. Il en profita pour regarder à la dérobée vers la proue, sur le banc où la femme continuait à lire, visage penché, indifférente. Grand Albergo Vittoria. Boutonnant sa veste, Max Costa passe sous les lettres dorées qui surplombent l'arc en fer forgé de l'entrée, salue le groom posté à la porte, et suit l'allée bordée de pins centenaires et de toutes sortes d'arbres et de plantes. Les jardins sont vastes, ils vont de la Piazza Tasso jusqu'au bord même de la falaise, au-dessus de la Marina Piccola et de la mer, où se dressent les 3 constructions qui composent le corps de l'hôtel. Dans celle du centre, au bout d'un petit escalier qui descend, Max arrive dans le hall, devant la verrière donnant sur le jardin d'hiver et les terrasses, lesquelles sont, fait insolite pour cette époque de l'année, pleines de gens en train de prendre l'apéritif. À gauche, derrière le comptoir de la réception, se tient une vieille connaissance, Tiziano Spadaro. Leur relation date des temps révolus où l'actuel chauffeur du docteur Huntobler logeait en qualité de client dans des lieux comme les Vittoria. Beaucoup de pourboires généreux, passés de main en main avec toute la discrétion que réclament les codes tacites, ont préparé le terrain pour une sympathie qui, avec les années, est devenue sincère ou complice, et qui inclut désormais un tutoiement amical inimaginable 20 ans auparavant. Ça alors, Max! Quelle bonne surprise! Il y avait longtemps! Presque 4 mois. Je suis content de te revoir. Mais moi aussi. Comment vas-tu? Haussant les épaules, Spadaro, il a le cheveu rare et une bedaine proéminente, tend le gilet noir sous sa jaquette. Débite les lieux communs de sa profession en basse saison, moine pour boire, client de week-end avec des petits amis, rêvant d'être actrice ou mannequin, groupe d'Américains bruyants, voyage organisé, Naples, Ischia, Capri, Sorrente, Amalfi. Un jour par lieu, petit déjeuner inclus, qui n'arrête pas de demander de l'eau minérale parce qu'il se méfie de celle du robinet. Heureusement, Spadalo fait un geste en direction de la verrière du jardin d'hiver animé. Le prix Campanella sauve la situation. Le duel Keller-Sokolov remplit l'hôtel de joueurs, de journalistes et de passionnés des échecs. Je voudrais une information. Discrète. Spadalo ne répond pas, comme dans le bon vieux temps, mais dans son regard, d'abord surpris, puis ironique, un peu inquiet aussi de la demande inattendue, se ravive l'ancienne complicité. Il n'est plus loin de la retraite, et après 50 ans de métier commencé comme groom à l'hôtel Excelsior de Naples, il peut dire qu'il a tout vu. Et ce tout inclut Max Costa dans sa période faste. Ou encore aujourd'hui. Je te croyais ranger des affaires. Je le suis, ça n'a rien à voir. Ah, le vieux réceptionniste semble soulagé. Alors Max pose sa question. Une dame d'âge mûr, élégante, accompagnée d'une demoiselle et d'un homme jeune, bien fait de sa personne. Ils sont entrés voilà 10 minutes. Peut-être des clients de l'hôtel. Ils le sont, naturellement. Le jeune homme est Keller. Rien de moins. Max hausse les sourcils, étonné. Ce ne sont ni le jeune homme ni la demoiselle qui l'intéressent. Qui cela, dis-tu? Jorge Keller, le grand maître chilien, qui aspire à devenir champion mondial d'échecs. La mémoire de Max finit par lui revenir, et Spadalo complète les détails. Le prix Luciano Campanella, qui se tient cette année à Sorrente, est patronné par le multimillionnaire de Turin, un des principaux actionnaires d'Olivetti et de Fiat. Grand amateur d'échecs, Campanella organise un tournoi annuel dans des lieux emblématiques d'Italie, toujours dans le meilleur établissement hôtelier local, attirant les plus grands maîtres qu'il paie avec munificence.
La rencontre dure 4 semaines, quelques mois avant le duel pour le titre de champion du monde. Et elle a fini par être considérée comme un championnat mondial officieux entre les deux meilleurs joueurs du moment, le champion en titre et son challenger le plus proche. En plus de la récompense, 50 000 $ pour le vainqueur et 10 000 pour le finaliste, la renommée du prix Campanella réside dans le fait que le vainqueur de chaque édition a toujours remporté le titre mondial, ou l'a conservé. Actuellement, Sokolov est le champion, et Keller, qui a battu tous les autres candidats, est le challenger. « Ce jeune homme est Keller ?» demande Max surpris. « Oui, un garçon aimable, peu capricieux, chose rare dans son métier. Le Russe est plus guindé, toujours entouré de gardes du corps et discret comme une taupe. » Et elle? L'expression de Spadaro se fait vague, celle qu'il réserve aux clients de catégorie inférieure, ceux qui n'ont guère d'histoire. C'est la fiancée, elle fait aussi partie de son équipe. Le réceptionniste feuillette le registre pour se rafraîchir la mémoire. Elle s'appelle Irina Yazenovic. Le nom est yougoslave, mais le passeport est canadien. Je parlais de la femme plus âgée, celle aux cheveux gris. Ah, elle, c'est la mère. De la fille? Non, de Keller. Il la rencontra de nouveau 2 jours plus tard dans la salle de bal du Cap Polonio. Il s'agissait d'un dîner officiel offert par le commandant en l'honneur d'un invité particulièrement distingué, et la plupart des hommes avaient remplacé le complet sombre ou le smoking par le frac ajusté et étroit à queue de pie, avec plastron à mi-donnée et cravate blanche. Les convives se rassemblaient dans le salon et buvaient des cocktails en écoutant de la musique avant de passer dans la salle à manger, d'où les plus jeunes et les fêtards revenaient généralement après le dîner pour rester très tard dans la nuit. L'orchestre débuta comme à son habitude par des valses lentes et des mélodies douces, et Max Costa dansa sur une demi-douzaine de celles-ci, presque toutes avec de jeunes dames et des demoiselles qui voyageaient en famille. Il consacra un slow fox à une Anglaise assez mûre, mais d'un physique agréable, qui était en compagnie d'une amie. Il les avait vues chuchoter et se donner des coups de coude chaque fois qu'il passait en dansant devant elle. L'Anglaise était blonde, rondelette, de manière plutôt sèche, peut-être un peu ordinaire. Il crut identifier un excès de mycine sur sa peau et surchargée de bijoux, mais elle ne dansait pas mal. Elle avait aussi de jolis yeux bleus et suffisamment d'argent pour se rendre séduisante. Le sac à main laissé sur la table était en mailles d'or, avait-il constaté d'un bref coup d'œil quand il s'était arrêté pour l'inviter. Et les bijoux semblaient authentiques, en particulier un bracelet de saphir assorti au pendant d'oreille, dont les pierres, une fois démontées, devaient bien valoir 500 livres sterling. Son nom était Miss Honeybee, comme il l'avait vérifié sur la liste du chef de salle. Mais elle était peut-être veuve ou divorcée, avait aventuré ce dernier qui s'appelait Schmucker. Presque tous les officiers, les matelots et le personnel fixe du navire étaient allemands, avec l'assurance que lui conférait la 50aine de traversées de l'Atlantique figurant sur son curriculum. De sorte que, après plusieurs tours de piste et une méticuleuse étude des réactions de la dame à ses manières et à son contact, sans un geste déplacé et en prenant soin de conserver une distance parfaite et une indifférence professionnelle, avec en prime un splendide sourire pour la reconduire à sa table, payé en retour par l'Anglaise d'un « so nice », le danseur mondain inscrivit Miss Honeybee sur sa liste des possibilités. 5000 milles de mer et 3 semaines de voyage en offraient beaucoup. Cette fois, les deux Troy arrivèrent ensemble. Max avait fait une pause en se retirant près des plantes vertes qui encadraient l'estrade de l'hôtel afin de respirer un instant, boire un verre d'eau et fumer un instant. De là, il vit entrer le couple, précédé de l'obséquieux Schmucker. Ensemble, mais la femme légèrement devant, le mari, avec un œillet blanc à son revers de satin noir, une main dans la poche du pantalon, soulevant un peu le pan droit de la veste de son habit, et l'autre main tenant une cigarette. Armando de Troy
se montrait indifférent à l'intérêt qu'il suscitait chez les passagers. Quant à sa femme, elle semblait sortir des pages mode d'un magazine. Elle portait un long collier de perles assorti à ses boucles d'oreilles. Svelte, tranquille, marchant avec assurance sur ses talons hauts dans le doux balancement du navire, son corps imposait des lignes droites et prolongées, presque interminables, à une robe vert jade, longue et légère. Au moins 5 000 francs à Paris, rue de la Paix, estima Max d'un œil expert, qui dénudait ses bras, ses épaules et son dos jusqu'aux reins, avec un seul lien sous la nuque que les cheveux courts laissaient à découvert d'une façon charmante. Admiratif, Max en tira 2 conclusions. Elle était une de ces femmes dont on remarque l'élégance au premier regard et la beauté au second. Et elle appartenait aussi à une certaine classe de dames nées pour porter des robes telles que celle-là, adhérant quasiment à la peau. Il ne dansa pas tout de suite avec elle. L'orchestre enchaîna un camel trot et un shimmy. Celui qui portait le titre absurde de Toutankhamon était toujours à la mode. Et Max eut à contenter successivement la vivacité de 2 jeunes personnes qui, surveillées de loin par leurs parents, 2 couples brésiliens d'allure sympathique, se démenèrent pour pratiquer non sans habileté les pas de la danse, épaule droite puis épaule gauche alternativement, en avant et en arrière, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et le laisse presque aussi épuisé qu'elle. Après quoi, aux premières mesures d'un black bottom, intitulé Amor y Palomitas de Maíz, Max fut réclamé par une Américaine encore jeune, peu gâtée par la nature, mais fort bien habillée et très agile, qui se révéla une partenaire amusante qui, ensuite, lorsqu'il la raccompagna à sa table, lui glissa discrètement dans la main un billet plié de $5. À plusieurs reprises, durant cette dernière danse, Max se trouva près de la table occupée par les de Troyes, mais chaque fois qu'il y portait son regard, la femme semblait avoir les yeux ailleurs. Maintenant, un serveur débarrassait la table désertée de ses 2 verres vides. Trop occupé par sa cavalière, Max ne les avait pas vus se lever et passer dans la salle à manger. Il profita de la pause du dîner, qui était à 7 heures, pour absorber un bol de consommé. Il ne mangeait jamais rien de solide quand il devait danser. Une autre habitude acquise à la Légion des années auparavant. Certes, autrefois il s'agissait d'un genre de danse différent, et manger léger était une précaution salutaire face à l'éventualité de recevoir une balle dans le ventre. Après le bouillon, il enfila sa gabardine et sortit fumer une cigarette sur le pont promenade de tribord pour se vider la tête en regardant les reflets de la lune montante scintiller sur la mer. À 8h15, il revint dans la salle de bal et s'installa à une table vide près de l'orchestre où il resta à bavarder avec les musiciens jusqu'à ce que les premiers passagers sortent de la salle à manger. Les hommes se dirigeant vers la salle de jeu, la bibliothèque et le fumoir, et les femmes, les jeunes gens et les couples les plus animés s'asseyant aux tables autour de la piste. L'orchestre commença à accorder ses instruments. Le chef Schmucker mobilisa ses serveurs, et l'on entendit bientôt fuser les rires et sauter les bouchons de champagne. Max se leva, et après s'être assuré que son nœud papillon et le col et les manchettes de sa chemise étaient à leur place, et avoir rajusté son gilet en piqué, il promena son regard sur les tables en quête de quelqu'un qui réclamerait ses services. C'est alors qu'il la vit entrer, cette fois au bras de son mari. Ils se réinstallèrent à la même table. L'orchestre entama un boléro et les premiers couples se levèrent immédiatement. Miss Honeybee et son amie n'étaient pas revenus de la salle à manger, et Max ignorait s'il les reverrait ce soir. En fait, il s'en réjouissait. Avec ce vague prétexte en tête, il traversa la piste en se faufilant entre les gens qui évoluaient au rythme fluide de la musique. Les Detroit restaient assis, silencieux, à contempler les danseurs. Lorsque Max s'arrêta devant leur table, un serveur venait d'y poser 2 coupes et un seau à glace d'où dépassait le col d'une bouteille de Veuve Clicquot. Il salua d'une inclinaison de la tête le mari qui se tenait légèrement renversé sur sa chaise, un coude sur la table, les jambes croisées et une cigarette dans la main gauche, où, au même doigt que l'alliance, brillait une épaisse bague en or portant un chaton bleu.
Puis le danseur mondain regarda la femme qu'il étudiait avec curiosité. Les seuls bijoux qu'elle portait, ni bracelet, ni bague, à l'exception de son alliance, étaient le splendide collier de perles et les pendants d'oreilles assortis. Max ne desserra pas les lèvres pour lui proposer de danser. Il se contenta d'un nouveau mouvement de tête, un peu plus bref que le précédent, accompagné d'un claquement des talons quasi martial, puis il demeura immobile, dans l'attente. Mais avec un long sourire qui pouvait passer pour un remerciement, elle fit signe que non. Le danseur mondain allait s'excuser en se retirant, quand le mari ôta son coude de la table, rectifia le pli de son pantalon et regarda son épouse à travers la fumée de sa cigarette. « Je suis fatigué, » dit-il d'un ton détaché. « Je crois que j'ai trop mangé ce soir. Je serais content de te voir danser. » La femme ne se leva pas tout de suite. Elle rendit son regard au mari, et celui-ci lâcha une nouvelle bouffée de fumée, tout en battant des paupières en signe d'assentiment muet. « Amuse-toi, ajouta-t-il, ce jeune homme est un merveilleux danseur. » Max ouvrit les bras, circonspect, dès qu'elle se leva. Puis il lui saisit en douceur la main droite, tout en passant la sienne autour de sa taille. Le chaud contact de la peau le surprit, tant il ne s'y attendait pas. Il avait vu le profond décolleté de la robe du soir qui découvrait entièrement le dos de la femme, mais sans envisager, malgré son expérience dans l'art d'enlacer les dames, qu'il devrait, en dansant, porter une main sur la chair nue. Sa confusion fut de courte durée, dissimulée sous le masque impassible du danseur professionnel, mais sa cavalière l'aperçut, ou du moins il le crut. Il en vit pour signe le fait qu'elle le regardât droit dans les yeux. Cela ne dura qu'un instant, puis le regard se perdit au loin. Max débuta en se penchant de côté. La femme répondit avec un naturel parfait. Elles commencèrent à évoluer parmi les couples qui se déplaçaient sur la piste. À 2 reprises, brièvement, il regarda le collier. « Vous voulez bien exécuter des tours ici ?» murmura Max un moment plus tard, prévoyant des accords qui faciliteraient le mouvement. Le regard de la femme silencieuse dura quelques secondes. « Mais oui. » Il retira la main de son dos, s'arrêta sur la piste et fit tourner 2 fois sur elle-même, à droite puis à gauche, sa cavalière, dont le déplacement gracieux soulignait l'immobilité de l'homme. Ils se rejoignirent dans une synchronisation parfaite, la main du danseur posée sur la douce cambrure des reins, comme s'il s'était déjà exercé une demi-douzaine de fois. Elle avait un sourire sur les lèvres, et Max approuva, satisfait. Des couples s'écartaient un peu pour les contempler, avec admiration, ou envie, et la femme pressa doucement sa paume pour l'alerter. N'attirons pas l'attention. Max s'excusa, obtenant en retour un autre sourire indulgent. Il aimait danser avec cette femme. Sa taille s'accordait bien à la sienne. Il prenait plaisir à sentir ce dos flexible sous sa main droite, la façon dont elle posait les doigts sur son autre main, l'agilité avec laquelle elle évoluait au rythme de la musique sans décomposer les figures élégantes et sûres d'elle. Avec peut-être une pointe de défi, encore que voilée, comme quand elle avait accepté de tourner autour de lui avec toute la grâce sereine du monde. Elle continuait à danser sans le regarder, les yeux perdus au loin, et cela permit à Max d'étudier ses traits parfaits. Le dessin de la bouche souligné par un rouge discret, le nez légèrement poudré, l'arc épilé des sourcils sur le front lisse, au-dessus des longs cils. Elle sentait bon, un parfum qu'il ne réussit pas à identifier car il semblait faire partie intégrante de sa jeune peau. Peut-être Arpège, une femme désirable, indiscutablement. Il observa le mari, qui les contemplait depuis sa table d'un air absent, sans leur prêter beaucoup d'attention, en portant une coupe de champagne à ses lèvres, puis il jeta de nouveau un bref coup d'œil au collier qui reflétait, un peu atténué, la lumière des lustres.
Il y avait là une centaine de perles d'une qualité extraordinaire. À 26 ans, grâce à sa propre expérience et à certaines amitiés hétérodoxes, Marx en savait assez sur les perles pour faire la distinction entre les plates, les rondes, celles en forme de poire et les baroques, ainsi que sur leur valeur officielle ou clandestine. Celle-là était ronde et parfaite, sûrement indienne ou persane. Elle valait au moins 5000 livres sterling, plus d'un demi-million de francs. L'équivalent de plusieurs semaines en compagnie d'une femme de luxe dans le meilleur hôtel de Paris ou de la Riviera. Mais, administré avec prudence, cela donnait également de quoi vivre plus d'un an dans une aisance raisonnable. « Vous dansez très bien, madame, » insista-t-il. Presque à contre-cœur, elle reporta son regard sur lui. « Malgré mon âge, dit-elle, cela ne semblait pas être une question. » À l'évidence, elle l'avait observé avant le dîner, pendant qu'il dansait avec les jeunes brésiliennes. En entendant la réplique, Max prit l'air scandalisé qui convenait. « Votre âge, Seigneur, comment pouvez-vous dire ça ?» Elle continuait à le dévisager, curieuse, amusée peut-être. « Comment vous appelez-vous ?»« Max. »« Eh bien, prenez le risque, Max. Dites-moi mon âge. »« Je n'oserais jamais, s'il vous plaît. » Il s'était déjà repris, car devant une femme, l'aplomb n'était pas ce qui lui manquait. Il arborait un large sourire, impersonnel, que sa partenaire semblait étudier avec une application quasi scientifique. 15 ans ? Elle partit d'un éclat de rire vif et fort, un rire sain. Exact, confirma-t-elle, en jouant malicieusement le jeu. Comment avez-vous deviné ? Je suis excellent pour ce genre de choses. La femme approuva avec une expression mi-ironique, mi-amusée. Ou peut-être manifestait-elle sa satisfaction pour la façon dont il continuait de la guider sur la piste, entre les couples, sans que sa conversation le distrait de la musique et des pas de danse. « Pas seulement pour ça, dit-elle, quelque peu énigmatique. » Max chercha dans ses yeux un signe qui compléterait ses mots, mais son regard s'était déjà reporté au-delà de son épaule droite, de nouveau inexpressif. Le boléro s'achevait, ils se détachèrent l'un de l'autre, restant face à face, pendant que l'orchestre accordait ses instruments pour le morceau suivant. Le danseur mondain jeta encore un rapide coup d'œil au superbe collier de perles. L'espace d'un instant, il crut percevoir que la femme surprenait son regard. « C'est suffisant, » dit-elle brusquement. « Merci. » La salle de lecture des périodiques est située au dernier étage d'un vieil immeuble au bout d'un escalier de marbre qui monte sous une voûte aux peintures détériorées. Les lattes du parquet grincent quand, chargées de 3 tomes reliés de la revue Scaccomatto, Max va s'asseoir à un emplacement suffisamment éclairé près d'une fenêtre par laquelle il peut voir la demi-douzaine de palmiers et la façade blanche de l'église San Antonio. Sur la table, il a également disposé un étui contenant des lunettes pour lire de près, un bloc, un crayon à billes et divers journaux achetés à un kiosque de la Via di Maio. 1h30 plus tard, Max arrête de prendre des notes, enlève ses lunettes, frotte ses yeux fatigués et regarde vers la place où le soleil de l'après-midi allonge les ombres des palmiers. Désormais, le chauffeur du docteur Hugentobler a appris l'essentiel de ce qui a pu être imprimé sur Georg Keller, joueur d'échecs qui, pendant les prochaines 4 semaines, affrontera à Sorrente le champion du monde soviétique Mikhail Sokolov. Les magazines contiennent des photos de Keller. Sur presque toutes, il est assis devant un échiquier et sur certaines, il paraît très jeune. Un adolescent faisant face à des joueurs d'un âge bien supérieur. La photo la plus récente a été publiée ce jour même dans un journal local. Keller pose dans le hall de l'hôtel Victoria, vêtu de la même veste que ce matin,
lorsque Max l'a vu se promener dans ce rang en compagnie des deux femmes. Né à Londres en 1938, fils d'un diplomate chilien, Keller a étonné le monde des échecs en mettant en difficulté l'Américain Reshevsky au cours d'une simultanée sur la place d'armes de Santiago. Il avait alors 14 ans et au cours des 10 années suivantes, il a réussi à devenir un des plus prodigieux joueurs de tous les temps. Malgré la singulière trajectoire de Jorge Keller, Max est moins intéressé par sa biographie professionnelle que par d'autres aspects privés du personnage, et il a fini par trouver quelque chose à ce sujet. Tant Scacomaco que les journaux qui traitent du prix Campanella s'accordent sur l'influence que, après son divorce du diplomate chilien, la mère du jeune joueur d'échecs a exercée sur la carrière de son fils. Les Keller se sont séparés quand le garçon avait 7 ans. Jouissant d'une fortune personnelle devenue veuve d'un premier mariage au cours de la guerre civile espagnole, Mercedes Keller se trouvait dans une situation idoine pour offrir à son fils la meilleure préparation. En découvrant son talent pour les échecs, elle a cherché les meilleurs professeurs, présenté le garçon dans toutes sortes de tournois au Chili et à l'étranger, et a convaincu le grand maître chileno-arménien Émile Karapétian de s'occuper de son entraînement. Le jeune Keller n'a pas déçu ses espérances, il a vaincu ses pairs sans difficulté et sous la supervision de sa mère et du maître Karapétian, qui continue de l'accompagner et s'occupe de sa préparation et de la logistique, les progrès ont été rapides. En sortant de la salle des périodiques, Max revient à la voiture, démarre et descend jusqu'à la Marina Grande où il se gare près de l'église. Puis il se dirige vers la Trattoria Stefano qui, à cette heure, n'est pas encore ouverte à la clientèle. Il chemine les manches de chemise retroussées, 2 fois à partir des poignets, en respirant avec délectation la brise du levant qui apporte une odeur de sel et de rivage paisible. À la terrasse du petit restaurant, sous un toit de canis, un garçon dispose nappes et couverts sur 4 tables situées presque au bord de l'eau, près des barques de pêcheurs échouées parmi des monceaux de filets, de lièges et de flotteurs de palangres. Lambertucci, le patron, répond à son salut par un grognement sans lever les yeux de son échiquier. Avec la désinvolture d'un habitué de la maison, Max passe derrière le bar où se trouve la caisse enregistreuse, pose sa veste sur le comptoir, se sert un verre de vin, et, le tenant à la main, s'approche de la table où le maître des lieux est occupé à l'une des 2 parties quotidiennes que, en ce moment de la journée et depuis 20 ans, il livre au Capitano Tedesco. Antonio Lambertucci est un quinquagénaire maigre et dégingandé. Sa chemise à manches courtes d'une propreté douteuse laisse à découvert un tatouage militaire, souvenir de l'époque où il a été soldat en Abyssinie avant de passer par un camp de prisonniers en Afrique du Sud et de se marier avec la fille de Stefano, le patron en titre de la Trattoria. Un bandeau noir qui couvre l'œil gauche, perdu à Benghazi, donne à son adversaire un air quelque peu farouche. Le titre de capitaine n'a rien usurpé. Natif de Sorrente, comme Lambertucci, il a bien eu ce grade pendant la guerre, même si au cours des 3 années qu'ils ont dû passer à Durban sans autre distraction que les échecs, la captivité a eu raison de la distance hiérarchique. À part quelques rudiments de base sur la marche des pièces, Max ne sait presque rien de ce jeu. Aujourd'hui, il en a plus appris dans la salle des périodiques que dans toute sa vie. Mais le niveau de ces 2-là est celui de bons amateurs. Ils fréquentent le petit club local et savent tout sur les championnats mondiaux, les grands maîtres et le reste. Que sais-tu du dénommé Jorge Keller ? Lambertucci grogne de nouveau sans répondre, occupé à étudier un coup que vient de jouer son adversaire et qui le met apparemment dans une situation délicate. Finalement, il se décide, se livre à un rapide échange et l'autre, impassible, prononce les mots fatidiques. Échec et mat. 10 secondes plus tard, le Capitano Tedesco range déjà les pièces dans leur boîte, pendant que Lambertucci se cure le nez. « Keller ?» répond-il enfin. « Promis à un grand avenir. Prochain champion du monde, s'il bat le soviétique. Il est brillant, et moins excentrique que l'autre genou, Fischer. Est-ce vrai qu'il joue depuis son plus jeune âge ? C'est ce qu'on dit. Je sais seulement qu'entre 15 et 18 ans, 4 tournois l'ont révélé comme un vrai phénomène.
Lambertucci regarde le capitano pour avoir son approbation, puis il compte sur ses doigts. L'international de Portoros, Mar del Plata, l'international du Chili et le tournoi des candidats de Yougoslavie, et aucun n'était une mince affaire. Il n'a jamais perdu devant aucun grand, ajoute Tedesco, impartial. Ce qui signifie, le capitano sourit en homme qui sait de quoi il parle. Ce qui signifie Petrosian, Tal, Sokolov, les meilleurs au monde. Sa consécration définitive, il l'a remportée voici 4 ans à Lausanne, quand il a battu Tal et Fischer dans un tournoi en 20 parties. C'est-à-dire très vite, précise Lambertucci, qui a pris la carafe de vin et remplit de nouveau le verre de Max. Il y avait là les plus forts, conclut Tedesco en clignant de son œil unique. Et Keller les a battus, les doigts dans le nez. Il a remporté 12 parties et fait 7 fois match nul. Et qu'est-ce qui fait qu'il est si bon? Lambertucci observe Max avec curiosité. Tu es libre aujourd'hui? Libre comme l'air. Mon patron est parti en voyage pour plusieurs jours. Dans ce cas, reste dîner. Il y a du gratin d'aubergine et j'ai un taorassi dont tu me diras des nouvelles. Je te remercie, mais j'ai des choses à faire à la ville. C'est la première fois que je te vois t'intéresser aux échecs. Bah, tu sais... Max a un sourire mélancolique, le verre frôlant ses lèvres. Le campanelle, et tout ça, 50 000 $, c'est un pactole. Tedesco rêveur fait un nouveau clin d'œil. Tu parles pour celui qui les ramassera. Et pourquoi Keller est-il si bon? Insiste Max. Il est en pleine possession de ses moyens, parfaitement entraîné, répond Lambertucci. Puis il hausse ses épaules et regarde le capitano en lui laissant le soin des détails. C'est un garçon tenace, confirme ce dernier après un temps de réflexion. Quand il a commencé, beaucoup des grands maîtres pratiquaient un jeu conservateur, défensif. Keller a changé tout ça. Il s'est imposé par ses attaques spectaculaires, des sacrifices de pièces inattendues, des combinaisons périlleuses. Et maintenant, il garde toujours le même style. Il prend des risques, il est brillant, il finit brutalement. Il joue comme s'il était insensible à la peur, avec une indifférence terrifiante. Parfois, il semble mal jouer. Il prend un air distrait, mais ses adversaires perdent la tête devant la complication de ses positions. Son ambition est de devenir champion du monde et le duel de Sorrente est considéré comme le préambule de la compétition qui se tient dans 5 mois à Dublin. Dernière mise au point. Vous assisterez au parti? C'est trop cher. Le Vittoria est réservé aux riches et aux journalistes. Nous devrons nous contenter de les suivre à la radio et à la télévision sur notre propre échiquier. C'est vraiment aussi important qu'on le dit? C'est le tournoi le plus attendu depuis le duel Reshevsky-Fischer en 1961, explique Tedesco. Sokolov est un vieux de la vieille, coriace et tranquille, plutôt ennuyeux. Ses meilleures parties, il les termine en faisant match nul. Imagine, on l'appelle la muraille soviétique. Le fait est que l'enjeu est énorme. Financier, bien sûr, mais aussi politique. Lambertucci a un rire grinçant. On dit que Sokolov s'est installé à côté du Vittoria dans un bâtiment entièrement réservé pour sa suite, entouré d'assesseurs et d'agents du KGB. Que savez-vous de la mère? La mère de qui? De Keller. Les journaux et les magazines parlent d'elle. Le capitano réfléchit un moment. Oh, ça... Je sais pas grand-chose. On dit que c'est elle qui gère ses affaires. Apparemment, elle a découvert le talent de son fils et cherché les meilleurs maîtres. Les échecs, quand on est encore personne, s'avère un sport coûteux. Ce sont que voyages, hôtels, inscriptions. Faut avoir de l'argent. Ou s'en procurer. Il semble qu'elle en avait.
Je crois qu'elle s'occupe de tout. Elle contrôle l'équipe des assesseurs, la santé de son fils, elle tient les comptes. On dit qu'il est son œuvre, mais on exagère. Même avec toute l'aide du monde, les joueurs géniaux comme Kenner sont avant tout leur propre œuvre. La rencontre suivante à bord du Cap Polonio se produisit le 6e jour de navigation avant le dîner. Max Costa dansait depuis une demi-heure avec des passagères d'âge divers, parmi lesquelles l'américaine des $5 et Miss Honeybee, quand le chef de salle Schmucker conduisit Madame Detroy à sa table habituelle. Elle était seule, comme le premier soir. Lorsque Max passa devant elle, il évoluait alors sur l'air de la Canción del Ukulélé avec une des jeunes brésiliennes. Il vit qu'elle se faisait servir un cocktail au champagne tout en allumant une cigarette dans un court fume-cigarette en ivoire. Cette fois, elle ne portait pas le collier de perles, mais un collier en ambre. Sa robe de satin noir laissait son dos à nu, ses cheveux étaient ramenés en arrière à la garçonne, brillantinés, et ses yeux soulignés d'un sobre trait de crayon noir. Le danseur mondain l'observa à plusieurs reprises sans parvenir à rencontrer son regard. Il échangea au passage quelques mots avec les musiciens, de sorte que ceux-ci, pour lui complaire, attaquèrent un tango qui était à la mode, Adios Muchachos. Max se sépara de la brésilienne, se dirigea au son des premières mesures vers la table de la femme, inclina brièvement la tête et attendit, immobile, avec son sourire le plus aimable, tandis que d'autres couples se formaient sur la piste. Mecha Itzunza Detroy le contempla pendant quelques secondes et un instant il craignit qu'elle ne refuse. Mais finalement, il la vit poser le fume-cigarette sur le cendrier et se lever. Elle mit une éternité à le faire, et lorsqu'elle posa la main gauche sur l'épaule droite du danseur, ce geste lui parut d'une lenteur insupportable. Cependant, la mélodie abordait déjà ses meilleurs rythmes, les enveloppant tous deux. Et Max sut tout de suite que cette musique était bien celle qui convenait. Elle dansait de façon vraiment surprenante, constata-t-il encore une fois. Le tango ne demandait pas de la spontanéité, mais des mouvements à peine suggérés et aussitôt accomplis dans un silence tacite, presque hostile. Et ils se déplaçaient ainsi, se rencontrant et se séparant tour à tour avec des ruptures bien calculées, des intuitions communes, qui leur permettaient de glisser avec naturel sur la piste entre les couples qui évoluaient avec une évidente maladresse d'amateur. L'exercice de sa profession avait appris à Max qu'il était impossible d'exécuter un tango sans une partenaire expérimentée, capable de s'adapter à une danse où la marche s'arrêtait d'un coup, l'homme cassant le rythme, dans un simulacre de lutte où, enlacée à lui, la femme tentait de fuir et revenait chaque fois, vaincue, mais toujours fière et provocante. Et cette femme-là appartenait à cette classe de cavalières. Durant 2 tangos successifs, le second s'intitulait Champagne Tango, ils n'échangèrent pas une parole, s'abandonnant tout entier à la musique et au plaisir du mouvement, à la caresse sporadique du satin sur la flanelle du pantalon. Max sentait la chaleur toute proche de la chair jeune et douce de sa partenaire, frôlait son visage et ses cheveux coiffés en arrière, qui mettaient en valeur son cou et son dos nu. Et quand, pendant la pause entre les 2 danses, ils restèrent immobiles l'un en face de l'autre, légèrement essoufflés par l'effort, attendant que la musique reprenne, sans qu'elle fasse mine de regagner sa table, et qu'il remarqua des petites gouttes sur sa lèvre supérieure, il sortit un des 2 mouchoirs qu'il portait sur lui, non celui qui dépassait de la pochette du frac, mais l'autre, impeccablement repassé, qui avait glissé dans sa poche intérieure, et qu'il lui offrit avec naturel. Elle accepta la batiste blanche et la passa en douceur sur sa bouche, avant de la lui rendre un peu humide et marquée d'une trace de rouge. Elle ne manifesta même pas le besoin, comme Max s'y attendait, d'aller à sa table prendre son sac et se repoudrer. Le danseur essuya lui aussi la transpiration de ses lèvres et de son front.
La femme ne manqua pas de remarquer qu'il avait commencé par la bouche, remit le mouchoir en place. Le deuxième tango débuta, et ils dansèrent avec la même synchronie parfaite. Mais cette fois, son regard ne se perdait plus au loin vers la salle. Parfois, après une évolution compliquée ou un pas qu'ils avaient effectué avec brio, il demeurait un instant sans bouger, les yeux dans les yeux, avant de briser cette brève quiétude à la mesure suivante et d'évoluer à nouveau sur la piste. Et, en une occasion où il s'arrêta au milieu d'une figure, sérieux et impassible, elle se colla à lui de façon inattendue et oscilla ensuite d'un côté puis de l'autre, avec une grâce calculée et élégante, comme si elle feignait de s'échapper de ses bras sans le vouloir réellement. Pour la première fois depuis qu'il pratiquait la danse en professionnel, Max eut la tentation d'approcher ses lèvres pour frôler le long cou, gracile et jeune. Ce fut alors qu'en jetant un coup d'œil à la dérobée, il constata que le mari de sa partenaire était assis à leur table, jambes croisées et cigarette entre les doigts, et qu'en dépit de son apparente indifférence, il ne cessait de les observer. Et dans le regard de sa partenaire, il rencontra des reflets dorés qui semblaient se métamorphoser à l'infini en silence de femme éternelle, en mystère de tout ce que l'homme ignore. Le café-fumoir du transatlantique faisait communiquer les ponts-promenades des premières classes de bâbord et de tribord avec la plage arrière, et Max Costa s'y dirigea durant la pause du dîner, sachant qu'à cette heure, il serait pratiquement désert. Le garçon de garde lui servit un double café noir dans une tasse portant l'emblème de la Hamburg Südamerikanische. Après avoir desserré un peu sa cravate blanche et son col cassé à mi-donnée, il fuma une cigarette près de la baie vitrée par laquelle, entre les reflets de l'éclairage intérieur, on devinait la nuit qui enveloppait le paquebot et la plage arrière baignée de lune. Peu à peu, à mesure que se vidait la salle à manger, les passagers revinrent occuper les tables, ce qui incita Max à se lever et à sortir du fumoir. Devant la porte, il s'effaça pour laisser passer un groupe d'hommes, cigare à la main, au milieu duquel il reconnut Armando de Troye. Le compositeur n'était pas accompagné de son épouse, et tout en longeant le pont-promenade de tribord pour gagner la salle de bal, Max la chercha parmi les petits cercles de messieurs et de dames couverts de manteaux, de gabardines et de capes qui prenaient le frais ou contemplaient la mer. La nuit était agréable, mais pour la première fois depuis le départ de Lisbonne, la houle de l'Atlantique commençait à se creuser. Et bien que le Cap Polonio fût doté de systèmes de stabilisation modernes, le roulis suscitait des commentaires inquiets. La salle de bal fut peu fréquentée le reste de la nuit. Beaucoup de tables demeurèrent vides, dont celle qu'occupait habituellement le couple des Troyes. Les premiers symptômes de mal de mer se manifestèrent et la soirée musicale fut brève. Max n'eut guère à s'employer, juste quelques valses, et il put bientôt se retirer. Ils se croisèrent près de l'ascenseur reflété dans les grandes glaces de l'escalier principal, alors qu'il se disposait à descendre à sa cabine située au pont des secondes classes. Elle avait mis une cape de renard gris et tenait à la main un petit sac en lamé. Elle était seule et se dirigeait vers un des ponts-promenades. Max admira d'un bref coup d'œil l'assurance avec laquelle elle marchait sur ses talons hauts, malgré le roulis et le tangage, car même le couloir d'un aussi grand paquebot était affecté, avec la houle, d'un pénible balancement tridimensionnel. Revenant sur ses pas, le danseur mondain ouvrit la porte qui donnait au dehors et la tint ouverte, le temps que la femme passe de l'autre côté. En franchissant le seuil, elle lui répondit par un « merci » laconique. Max inclina la tête, referma la porte et repartit dans le couloir. Après une dizaine de pas, il s'arrêta pour réfléchir. « Que diable, se dit-il, je ne perds rien à essayer, avec toutes les précautions d'usage. » Il la trouva tout de suite en train de se promener le long du bastingage, et il s'arrêta devant elle de l'air le plus naturel.
dans la faible clarté des ampoules couvertes de sel. Elle était sûrement venue en quête d'air frais pour éviter le mal de mer. La plupart des passagers faisaient le contraire en s'enfermant dans leur cabine, d'où ils ne sortaient plus durant plusieurs jours, victimes de leur estomac barbouillé. Un instant, Max craignit qu'elle ne continue à marcher en faisant comme si elle ne l'avait pas vu. Mais il n'en fut rien. Elle resta à le regarder, immobile et en silence. « C'était très agréable, » dit-elle tout d'un coup. Max réussit à dominer sa confusion en quelques secondes. « Pour moi aussi, » répondit-il. La femme continuait de le regarder. Avec curiosité. Tel était peut-être le mot approprié. « Il y a longtemps que vous êtes danseur professionnel ?»« 5 ans, mais pas tout le temps. C'est un travail distrayant ?» l'interrompit-elle. Ils cheminaient de nouveau sur le pont, adaptant leurs pas à la lente oscillation du transatlantique. Par moments, ils croisaient les formes obscures ou les visages plus ou moins reconnaissables de quelques passagers. De Max, dans les endroits peu éclairés, seuls restaient repérables les taches blanches que formaient le plastron blanc de la chemise, le gilet et la cravate, la partie apparente des manchettes amidonnées et le mouchoir dépassant de la pochette de la veste. « Ce n'est pas le mot que je cherchais, » dit-il en souriant doucement. « Vraiment pas. Je voulais dire un travail occasionnel. Il résout certaines choses. » « Quel genre de choses ? » « Eh bien, comme vous voyez, il permet de voyager. » À la lumière d'un hublot, il constata que c'était elle maintenant qui souriait, approbatrice. « Pour un travail occasionnel, vous le faites bien. » Le danseur mondain haussa les épaules. « Les premières années, c'était un travail régulier. » « Où cela ?» Max décida d'omettre une partie de son curriculum, de garder certains noms pour lui, comme le Barriocchino de Barcelone, le Vieux-Port de Marseille, et aussi le nom d'une danseuse hongroise appelée Bosquet. Elle chantait la petite tonkinoise en s'épilant les jambes et portait une affection toute particulière aux jeunes mâles qui se réveillaient la nuit couverts de sueur, pris d'angoisse, parce que dans leur cauchemar, ils se voyaient encore au Maroc. « Des hôtels chics à Paris pendant l'hiver, » résuma-t-il. « Biarritz et la Côte d'Azur à la belle saison. J'ai aussi travaillé un temps dans des cabarets de Montmartre. »« Ah !» Elle semblait intéressée. « Nous nous y sommes peut-être croisés ?» Il sourit, sûr de lui. « Non, je m'en souviendrai. »« Que vouliez-vous me dire ?» demanda-t-elle. Il tarda un instant à se rappeler le sens de la question. Puis il finit par réaliser, après l'avoir croisée à l'intérieur, il l'avait rejointe sur le pont promenade en la suivant sans plus d'explication. « Que je n'ai jamais avec personne dansé un tango aussi parfait. » Un silence de 3 ou 4 secondes, de satisfaction peut-être. Elle s'était arrêtée. Il y avait une ampoule électrique tout près, vissée à la cloison, et elle le regardait dans la pénombre aux effluves salins. « Oh, vraiment, vous êtes bien aimable, monsieur. Max, c'est bien votre nom. » »« Oui. »« Alors soyez assuré que je suis sensible aux compliments. » »« Ce n'est pas un compliment. Vous savez que ça n'en est pas un. » Elle riait, un rire franc, sain. Elle avait déjà eu le même l'avant-veille, quand il avait estimé en plaisantant son âge à 15 ans. « Mon mari est compositeur, la musique, la danse me sont familières, mais vous êtes un excellent cavalier. Il n'y a qu'à se laisser mener. » »« Vous ne vous laissiez pas mener, vous meniez vous-même tout autant. J'ai l'expérience de ces choses. » Elle acquiesça en réfléchissant. « Oui, je suppose que vous l'avez. » « » »« » 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
Entre deux coups de roulis, le pont transmettait sous ses chaussures la vibration des machines dans les entrailles du paquebot. « Vous fumez ?»« Pas maintenant, merci. »« Vous permettez ?»« Je vous en prie. » Il tira l'étui de la poche intérieure de sa veste, prit une cigarette et la porta à ses lèvres. Elle le regardait faire. « Des Égyptiennes ?» interrogea-t-elle. « Non, des Abdul Pacha, turcs, avec un soupçon d'opium et de miel. »« Dans ce cas, j'en accepterai une, » dit-elle en l'introduisant dans le court fume-cigarette en ivoire. Il se pencha, la boîte d'allumettes dans les mains, protégeant la flamme au creux de ses doigts pour lui donner du feu. Puis, il alluma la sienne. La brise emportait la fumée très vite, empêchant de la savourer. Sous la cape de fourrure, la femme semblait trembler de froid. Max désigna l'entrée du salon d'hiver tout proche, un espace en forme de serre avec un grand lustre pendant du plafond, meublé de fauteuils en osier, de tables basses et de pots plantés de palmiers. Danser en professionnel, observa-t-elle en entrant, c'est étrange pour un homme. Je ne vois pas beaucoup de différence. Comme vous voyez, nous aussi, nous pouvons le faire pour de l'argent. La danse n'est pas toujours passion ou divertissement. Est-ce que ce qu'on dit est vrai, que c'est quand elle danse qu'une femme révèle son caractère avec le plus de sincérité? Parfois, mais pas davantage qu'un homme. Le salon était vide. La femme s'assit, se défit avec des involtures de la cape de fourrure, et scrutant son reflet dans le couvercle d'un poudrier qu'elle sortit de son sac, elle passa sur ses lèvres un bâton de tangy rouge pâle. Les cheveux gominés et coiffés en arrière donnaient à ses traits une séduisante allure androgyne, mais, apprécia Max en connaisseur, la manière dont le satin noir moulait son corps ne manquait certes pas d'intérêt. Remarquant son regard, elle croisa une jambe sur l'autre en la balançant légèrement. Elle avait posé le coude droit sur le bras du fauteuil et gardait la main levée, tenant la cigarette entre l'index et le majeur, dont les ongles étaient soignés et longs, vernis dans la tonalité exacte des lèvres. De temps en temps, elle laissait tomber la cendre par terre comme si tous les cendriers du monde lui étaient indifférents. « Je voulais dire étrange vu de près, » dit-elle au bout d'un instant. « Vous êtes le premier danseur professionnel avec qui j'échange plus de 2 mots. Merci et adieu. » Max avait approché un cendrier et gardait la main droite dans la poche de son pantalon. Il fumait toujours. « J'ai aimé danser avec vous, » dit-il. « Et moi de même. Je le referais bien encore si l'orchestre continuait à jouer et s'il y avait du monde dans la salle de bal. Rien ne vous empêche de le faire quand même. » Pardon? Elle observait son sourire comme on dissèque une inconvenance. Mais le danseur mondain soutint son regard, impassible. « Tu as tout d'un gentil garçon, » lui avait dit la Hongroise, et Boris Dolgorouki, qui, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, s'accordait au moins sur ce point. Quand tu souris comme ça, Max, personne ne mettrait en doute que tu es un foutrement gentil garçon. Tâche d'en tirer parti. Je suis sûr que vous êtes capable d'imaginer la musique. Manquez pas d'audace. Pourriez-vous le faire? Ce fut au tour de la femme de sourire, comme pour le défier. Bien sûr que je pourrais. Elle lâcha une bouffée de fumée. Je suis l'épouse d'un compositeur, souvenez-vous. J'ai la musique dans la tête. Est-ce que Malajunta vous conviendrait? Vous connaissez l'air? Parfaitement. Max éteignit sa cigarette, puis tira sur son gilet. Elle resta figée un instant. Elle avait cessé de sourire, elle observait d'un air intrigué depuis son fauteuil, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne plaisantait pas. Elle posa enfin son fume-cigarette maculé de rouge sur le cendrier, se leva très lentement, et sans cesser de le regarder dans les yeux, posa la main gauche sur son épaule et la droite dans celle qu'il lui tendait. Elle resta ainsi un moment, debout et sereine,
très sérieuse, jusqu'à ce que Max, après avoir pressé avec douceur 2 fois ses doigts pour marquer la première mesure, penche un peu le corps d'un côté, passe la jambe droite devant la gauche, et tous deux évoluèrent en silence, enlacés, et les yeux dans les yeux, au milieu des fauteuils d'osier et des pots de palmier du salon. La radio portative Marconi en plastique blanc diffuse un twist. C'est Rita Pavone qui chante. Il y a des palmiers et des pins parasols dans le jardin de la Villa Oriane, et, au travers, Max, accoudé à la fenêtre ouverte de sa chambre, aperçoit le panorama de la baie de Naples. Le fond bleu cobalt, avec le large cône sombre du Vésuve, et la ligne de la côte qui court à droite jusqu'à la pointe Scutolo, Sorrente qui se dessine sur les escarpements de la corniche, et les deux marinas avec leurs brise-lames rocheux, leurs barques sur la plage et les bateaux mouillés près du rivage. Le chauffeur du docteur Hugentobler reste un bon moment songeur sans quitter le paysage des yeux. Depuis qu'il a pris son petit déjeuner dans la cuisine, silencieuse, il demeure immobile à la fenêtre, à considérer les possibilités et les probabilités d'une idée qu'il a tenu agiter toute la nuit en se retournant dans ses draps, indécis, et que, en dépit de ce qu'il espérait, la lumière du jour ne parvient pas à lui ôter de la tête. Max semble revenir à lui et fait quelques pas dans la modeste chambre, située à un angle du rez-de-chaussée de la villa. Puis il revient à la fenêtre pour regarder vers Sorrente et entre dans la salle de bain où il se passe de l'eau sur la figure. Après s'être essuyé, il inspecte son visage dans le miroir, précautionneusement, à la manière d'un homme qui veut déceler les progrès de la vieillesse depuis la dernière fois qu'il s'y est contemplé. Il demeure ainsi un moment à s'observer, comme s'il cherchait à retrouver une image du passé. Scrutant, mélancolique, les cheveux gris-argent qui ont tendance à se clairsemer, la peau marquée par la vie et le vitriol du temps, les rides qui sillonnent le front et les plis aux commissures des lèvres, les poils blancs qui pointent au menton, les paupières lourdes qui éteignent la vivacité du regard. Puis il tâte son tour de taille. Les trous de la ceinture proche de la boucle présentent plusieurs signes de recul et hoche la tête, critique. Trop d'années derrière lui et trop de kilos superflus, conclut-il. Trop de vie aussi, peut-être. Il sort dans le couloir et tournant le dos à la porte qui mène au garage, il le suit jusqu'au salon de la villa. Là, tout n'est qu'ordre de propreté, les meubles sont couverts de housse de toile blanche. Les Lanza ont profité de leur temps libre pour prendre des vacances à Salerne. Cela signifie une tranquillité absolue, sans autre occupation pour Max que de garder la maison, faire suivre le courrier et maintenir en parfait état de marche la Jaguar, la Rolls-Royce et les 3 automobiles de collection du maître des lieux. Lentement, toujours absorbé dans ses pensées, il va au meuble-bar du salon, ouvre le placard des boissons et se serre un doigt de Rémy Martin dans un verre en cristal taillé. Puis il sirote à petites gorgées, sourcils froncés. En général, Max boit peu. Presque toute sa vie, y compris au temps difficile de sa première jeunesse, il a fait preuve de modération dans ce domaine. Peut-être le mot exact est-il prudence ou méfiance. Capable de convertir l'alcool ingéré par lui ou par d'autres, non en ennemi imprévisible, mais en allié utile. Un outil professionnel de son métier équivoque ou de ses bons offices, aussi efficace selon la situation que pourrait l'être un sourire, un coup ou un baiser. De toute manière, à ce stade de sa vie et sur le chemin de la décrépitude irrémédiable, boire un peu, que ce soit un verre de vin, un vermouth, un Negroni bien préparé, est plutôt stimulant pour son cœur et son esprit. Le verre terminé, il déambule dans la maison vide. Il continue à agiter dans sa tête ce qui l'a maintenu éveillé toute la nuit. À la radio, qu'il a laissé allumer et qui continue à se faire entendre au fond du couloir, une voix de femme chante « Resta con me », comme si elle souffrait aussi réellement que le disent les paroles. Max reste un moment absorbé, écoutant la chanson.
Après quoi, il retourne dans sa chambre, ouvre le tiroir où il range son carnet de chèques, consulte l'état de son compte en banque, ses maigres économies. Elles atteignent juste, calcule-t-il, ce qu'il faut pour ce dont il a besoin. Amusé par cette idée, il ouvre l'armoire et passe ses vêtements en revue, imaginant les situations à prévoir avant de se diriger vers la chambre du maître de maison. Il n'en est pas conscient, mais il marche d'un pas léger, désinvolte, du même pas élastique et sûr, des lointaines années où le monde était encore une aventure dangereuse et fascinante, un défi permanent à sa maîtrise de soi, son astuce et son intelligence. Il a enfin pris une décision, et cela facilite beaucoup les choses. Le passé vient s'emboîter dans le présent et décrit en traversant le temps une boucle prodigieuse qui rend tout extrêmement simple. Dans la chambre du docteur Hugentobler, les housses protègent les meubles et le lit, et les rideaux laissent filtrer une clarté dorée. Quand il les ouvre, un flot de lumière inonde la pièce, découvrant le paysage de la baie, les arbres et les villas avoisinantes étagées sur la montagne. Max se tourne vers la penderie, descend une valise Gucci, rangée en haut, la pose ouverte sur le lit et les mains sur les hanches, passe en revue l'abondante garde-robe de son patron. Le docteur Hugentobler et lui ont approximativement le même tour de poitrine et de cou, aussi choisit-il une demi-douzaine de chemises en soie et 2 vestes. Les chaussures et les pantalons ne correspondent pas à sa taille car Max est plus grand que Hugentobler. Il lui faudra recourir aux boutiques chères du Corso Italia, soupire-t-il résigné. Mais il trouve une ceinture en cuir neuve qu'il met dans la valise, ainsi que 6 paires de chaussettes au ton discret. Après un dernier coup d'œil, il ajoute 2 foulards de soie, 3 jolies cravates, des boutons de manchette en or, un briquet Dupont, bien qu'il ait arrêté de fumer depuis des années, et une montre Omega Seamaster Deville, également en or. De retour chez lui, bagage à la main, il entend de nouveau la radio. Maintenant, c'est Domenico Modugno qui chante Vecchio Frac, le vieux frac. Étonnant, pense-t-il. Et comme si c'était un signe de bon augure, la coïncidence fait sourire l'ancien danseur mondain. Tango pour souffrir et tango pour tuer. Tu es devenu fou. Tiziano Spadaro, le réceptionniste de l'hôtel Vittoria, se penche au-dessus du comptoir pour jeter un coup d'œil à la valise que Max a posée à terre. Puis il relève les yeux en l'inspectant des pieds à la tête. Chaussures en maroquin marron, pantalon de flanelle gris, chemise de soie avec un foulard au cou et blazer bleu marine. Pas du tout, rétorque le nouvel arrivant avec beaucoup de calme. J'ai juste envie de changer d'ambiance pour quelques jours. Spadaro se passe la main sur le crâne, soucieux. Son regard méfiant étudie Max en cherchant des intentions cachées, des significations dangereuses. Tu ne te rappelles plus ce que coûte une chambre ici? Mais si, 200 000 lire la semaine. Et alors? Nous sommes complets, je viens de te le dire. Le sourire de Max est amical et sûr de lui, presque bienveillant. On y lit la trace d'ancienne loyauté et d'extrême confiance. Tiziano, je fréquente les hôtels depuis 40 ans. Il reste toujours quelque chose de disponible. De mauvaise grâce, Spadaro abaisse son regard jusqu'au comptoir en acajou verni. Dans l'espace que laissent ses mains posées dessus, exactement entre l'une et l'autre, Max a placé une enveloppe fermée qui contient 10 billets de 10 000 lire. Le réceptionniste du Vittoria l'observe comme un joueur de baccarat à qui l'on a distribué des cartes et qui ne se décide pas à les retourner. Enfin, une main, la gauche, se déplace lentement et la frôle du pouce. « Téléphone-moi un peu plus tard, je verrai ce que je peux faire. » Max apprécie le geste, toucher l'enveloppe sans l'ouvrir. Les vieux codes. « Non, dit-il doucement. Arrange-moi ça tout de suite. » Il garde le silence tandis que des clients passent à proximité. Le réceptionniste regarde en direction du hall. Il n'y a personne dans l'escalier qui mène aux chambres, ni près de la porte vitrée du jardin d'hiver, d'où viennent des bruits de conversation.
et le concierge est à son poste, occupé à disposer des clés dans les casiers. « Je croyais que tu avais pris ta retraite, » commande-t-il en baissant la voix. « C'est vrai, je t'expliquerai une autre fois. Je veux seulement prendre un peu de vacances, comme au bon vieux temps, boire du champagne bien frais et voir du beau monde. » De nouveau, le regard soupçonneux de Spadaro, après un autre coup d'œil à la valise et à la mise élégante de son interlocuteur. Par la fenêtre, le réceptionniste parvient à voir la Rolls stationnée près de l'escalier qui descend vers le hall de l'hôtel. « On dirait que ça marche très bien pour toi, Sorinte. »« À merveille, comme tu vois. »« Comme ça, tout d'un coup. »« Exact. D'un seul coup. »« Et ton patron, celui de la Villa Oriana ? » ?»« Je te raconterai un autre jour. » Spadaro se frotte encore le crâne, soupesant la situation. Sa longue vie professionnelle a fait de lui un vieux limier que son flair ne trompe jamais, et ce n'est pas la première fois que Max lui pose une enveloppe sur le comptoir. La dernière, c'était il y a 10 ans, quand le réceptionniste travaillait à l'hôtel Vesuvio de Naples. Une actrice d'âge mûr, nommée Silvia Massari, cliente habituelle de l'établissement, avait constaté la disparition d'une précieuse figurine vénitienne de chez Nardi dans sa chambre, contiguë à celle de Max, une proximité facilitée par Spadaro, pendant qu'elle déjeunait avec lui sur la terrasse de l'hôtel, après avoir passé la nuit précédente et toute la matinée à se livrer à des exercices intimes qui, pour être automnaux, n'en étaient pas moins vigoureux. Tandis que se produisait ce déplorable événement, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.